Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce webinaire de la relation idéale 2014. Particulièrement content d'être capable de faire ce genre d'atelier ou ce genre de conférence du confort du foyer et aussi que vous ayez l'opportunité d'entendre et d'écouter ça du confort de votre foyer. Surtout avec les journées à moins 20, moins 25, moins 30. On est content de ne pas toujours avoir besoin de se déplacer. Et pour ceux qui viennent de se joindre à nous, je vais vous demander, du côté de la petite boîte que vous avez à gauche, simplement m'écrire, me dire allô, juste me dire que vous êtes là. Je suis capable de savoir qui est au téléphone, mais je ne sais pas qui est sur Internet. Merveilleux. Ah, on a déjà des allô. Parfait. Magnifique. Bon. En la relation idéale 2014. Ça fait un peu particulier ce soir parce que j'ai déjà fait plusieurs de ces webinaires-là en anglais. Et pour chacun des webinaires que j'ai fait en anglais, ma femme était assise justement à côté de moi. Et je trouvais ça particulièrement approprié d'être capable de faire ça avec elle. Et ce soir, c'est le premier que je fais en français. Et elle n'est pas là. Alors, je pense que je vais être capable de m'en sortir sans elle. Mais merci d'être ici ce soir. Et j'espère qu'au cours de la prochaine heure, je vais être capable de vous inspirer, de vous apprendre un petit quelque chose qui va vous aider à faire quelques pas vers la relation idéale. Alors, je vais vous parler un petit peu de moi. Parce que, oui, je suis chiropraticien. Il y en a qui le savent. Il y en a même d'entre vous qui viennent me voir à la clinique. J'ai aidé des milliers de gens à être plus en santé, à se sentir mieux dans leur corps et à être bien, à être plus heureux. Je suis marié depuis 2005. Je suis avec ma femme depuis 2001. Et je dois vous dire qu'on a une relation que je considère extraordinaire. On est très heureux ensemble, on a une magnifique complicité. On se promène, quand on va en voyage dans le sud, on se fait souvent demander par les gens, on se fait féliciter. On se fait féliciter pour notre lune de miel. On dit toujours aux gens, on vient pas juste de se marier. Ah, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Leur mâchoire tombe quand on leur dit que ça fait 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans que nous sommes ensemble. Et la dernière fois que nous sommes allés en vacances, on était dans le sud, il y a même il y a une jeune fille qui est venue avec un garçon. Il faut absolument qu'on vous parle. Est-ce qu'on pourrait vous parler pour un petit peu des questions que vous posez? On dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a fait? On s'assoit sur le bord de la piscine avec eux. Je vous regarde depuis une semaine. Je trouve ça tellement beau, voir. Je veux savoir c'est quoi votre secret. Je veux savoir c'est quoi le truc. Parce que moi, je veux une relation similaire avec mon futur copain ou ma future femme. Donc on a parlé avec elle pendant à peu près 1 heure, avec le gars aussi. Et que ça a été vraiment une belle expérience. La conversation qu'on a eue avec elle a conclu en disant, si vous écrivez un livre, je veux être la première à l'acheter. Ça a été en partie un des éléments qui m'ont mis la puce à l'oreille sur la valeur de ce que j'avais. Et après une conversation avec un de mes collègues qui fait des webinaires lui aussi, c'est un peu lui qui m'a inspiré à mettre ça de l'avant et à faire quelque chose de concret avec ça. Ma relation avec ma femme est extraordinaire. J'ai aussi une superbe relation avec mes parents. Très belle relation avec mon frère, avec ma sœur. Alors, c'est l'ensemble de mes relations. Je ne dirais pas nécessairement exemplaire. Tout n'est pas toujours parfait. Mais ça va vraiment très bien. Je suis très heureux de ça. C'est pour ceux qui pensent, ça a toujours été facile. Non, ça n'a pas toujours été facile. Ça n'a pas toujours été comme ça. Je suis l'aîné de 3 enfants. D'un père méditerranéen très exigeant. Alors, j'ai porté le poids
des responsabilités de la performance chez les enfants pendant toute ma jeunesse. Je revenais de l'école avec un 95%. Je recevais pas un « ben bravo, tu as bien fait ça, 95, c'est magnifique ». J'entendais plutôt « comment ça se fait que tu as perdu 5 points ». Alors, donc j'ai appris à performer à un haut niveau. Je suis également, mon père est grec, ma mère est québécoise. Alors, j'ai été dans une génération où j'étais parmi les premiers hybrides, j'aime bien dire, dans les moitiés-moitiés. J'ai été à l'école, au primaire, j'étais à l'école grecque, j'étais le seul qui n'était pas totalement grec, j'étais le seul moitié québécois, alors j'étais l'exclu, j'étais celui qui ne faisait pas partie de la gang, parce que ma mère était québécoise. Et plus tard, au secondaire, c'était un peu la même chose. Là, pour l'idée contraire, j'ai développé même un dicton, comme quoi, lorsqu'on est moitié-moitié, on n'est jamais la bonne moitié pour personne. Alors, ma confiance en moi était vraiment pas élevée. Et juste l'idée d'une relation me terrifiait. Il était hors de question que je sais quoi que ce soit. Ça me faisait peur. J'ai éventuellement même eu une relation à distance qui a duré quelques années. Et tout ça m'a fait travailler très fort pour vraiment découvrir et comprendre qui je suis. Je vous dirais même que à partir de l'âge d'à peu près 17 ans, j'ai vraiment consacré une grande partie de ma vie, de mon énergie, à comprendre qui nous sommes, comment on fonctionne, afin de devenir de l'homme idéal. Le gars le gars que je devais être pour être vraiment l'homme parfait pour la femme future. C'est une préparation que j'ai faite depuis longtemps. Et je vous dirais que un des premiers moments où j'étais, ça c'est en 1998, j'étais sur un ferry en Grèce. Je me promenais bien dans l'île, c'était mon travail pendant l'été, j'ai fait ça pendant 3 mois. Comme vous pouvez deviner, c'était un travail vraiment difficile et vraiment exigeant. J'étais sur ce bateau-là et j'ai lu le livre dans le chemin le moins fréquenté. Et c'est en lisant ce livre-là que ça m'a mis la puce à l'oreille un peu sur tout un monde de développement personnel, de santé, de bien-être, à partir duquel j'ai vraiment évolué, parcouru un grand chemin. C'est pour ça que je suis devenu chiropraticien aussi, aider les gens à guérir, à utiliser leur pouvoir naturel d'auto-guérison. Et c'est un peu ce qui a fait que je suis rendu où je suis maintenant. Ça n'a pas toujours été facile, mais je dois dire qu'au niveau de mes relations maintenant, je suis très content, je suis très heureux. Bon, ce soir, c'est pour vous si vos circonstances rendent la vie ou votre relation difficile à apprécier. C'est à cause de ma job, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça. La vie nous rend les choses difficiles. C'est pour vous aussi si votre façon d'approcher les relations ne fonctionne plus. Vous avez une certaine recette, une certaine façon de faire, puis là, vous commencez à vous dire, bon, il me semble que ça ne fonctionne pas très bien. C'est aussi pour vous si vous trouvez que c'est difficile d'être reconnaissant, d'être heureux, d'être bien, parce qu'on vit dans un monde où on est toujours sous pression. La fameuse pression de performance, où on sent qu'on porte la terre sur nos épaules. C'est aussi pour vous, si vous trouvez que c'est difficile de tracer votre propre chemin. Mais qu'est-ce que moi, je veux vraiment dans la vie? C'est pas ce que les autres veulent, tout le monde veut. Moi, là, si je m'assois et j'essaie d'y penser, qu'est-ce que je veux? Alors, nous allons couvrir ensemble ce soir comment les différentes croyances que nous avons nous rendent la vie misérable. On va aussi regarder comment les croyances que nous avons contrôlent notre vie en nous maintenant dans un état de peur et ça bloque notre capacité à ressentir certaines émotions, particulièrement celles qu'on aimerait ressentir plus régulièrement. On va voir aussi comment on peut remplacer ces croyances-là par des croyances qui sont plus constructives, plus utiles. Parce qu'il n'y a rien de mal à avoir une croyance comme telle. Si on est capable d'avoir une croyance qui est plus utile, plus constructive, ben c'est mieux.
Et à la fin de la conférence, à la fin du webinaire, je suis désolé si j'utilise le terme webinaire, je n'ai pas trouvé de terme en français qui est plus approprié. Alors, je trouve que ça sonne bien, webinaire. Alors, à la fin du webinaire, je vais vous montrer comment on peut approfondir la démarche et pour créer des relations, des changements durables dans nos relations. On s'entend que c'est impossible de couvrir tout le matériel qui peut nous aider en 1 heure. Probablement même pas en 10 heures, même pas en 100 heures. Là, on va faire de notre mieux pour le couvrir pendant 1 heure. Puis après ça, vous trouvez que, wow, j'aime ça, je veux en savoir plus, je vais vous expliquer comment faire. Bon, une croyance, qu'est-ce que c'est une croyance? Je définis une croyance comme étant une idée préconçue, qu'on a acquis de façon inconsciente. Et on est tout à fait convaincu que c'est vrai. Et à travers cette croyance-là ou ces croyances-là, notre façon d'agir et de réagir change. Et on a des croyances dans toutes les sphères de notre vie. Un exemple classique, il n'y a pas si longtemps, nous étions tous convaincus que la Terre était plate. Alors, c'était un fait. Tout le monde s'entendait que c'était vrai. Mais c'était une croyance. Éventuellement, on a bien découvert que c'était pas vrai. Mais le fait d'avoir cette croyance-là généralisée faisait que ceux qui étaient en désaccord avec la croyance souffraient. Parce que quand on a des croyances, on aime ça avoir raison. On veut avoir raison et donner tort aux autres. De toutes nos croyances viennent aussi nos systèmes de valeurs. Donc, si je crois, exemple, je considère que le mariage, c'est quelque chose qui est important, c'est une de mes valeurs, mais je dois avoir certaines croyances qui sont à la base de ça. Est-ce que je crois en Dieu? Est-ce que je crois en l'union entre deux personnes? Est-ce que je crois en la valeur de ma parole? Alors, il y a toute une série de croyances qui, tranquillement pas vite, dans notre vie, on bâtit notre livre de règlement. Maintenant, ces croyances-là ont 2 sources. Ça vient de 2 places. Ça vient de l'extérieur et ça vient de l'intérieur. Il y a des sources qui viennent de choses qu'on entend, qu'on apprend d'autres personnes et qu'on adopte. On choisit de dire, bon, ça, moi, je crois à ça. Et il y en a d'autres que c'est des sources qui sont internes, qui viennent de nos propres déductions et raisonnements suite à des événements ou notre façon d'interpréter des événements du passé. Alors, les sources externes, ça peut être de notre famille. Nos parents nous ont certainement grandement influencés avec leur façon de voir les choses, leur façon d'agir, avec leurs croyances à eux. Alors, il y a beaucoup de bagages qu'on traîne avec nous qui proviennent de nos parents. La société. Combien de gens pensent que Brad Pitt et Angelina Jolie représentent le couple idéal et parfait? Que ce soit à la télévision, dans les journaux, on est constamment bombardé de messages, à gauche et à droite, sans arrêt. Et il y a plusieurs de ces messages-là qui partent, qu'on absorbe, qu'on adopte, des fois, comme on dit, sans s'en rendre compte, et ça devient partie intégrante de notre système de croyance. Nos amis aussi ont un grand rôle. Quand on est jeune, quand on est enfant, on veut faire partie du groupe, il y a beaucoup de comportements, beaucoup de choses qu'on va adopter simplement parce que les gens autour de nous le croient ou le pensent. Et que dire de la religion? Il y a une source de croyances et de valeurs depuis des centaines, voire des milliers d'années. Donc, des systèmes très spécifiques, très fermés, des valeurs qu'on a encore là adoptées, pas sans trop y penser. Et même aujourd'hui, il y a des gens qui se disent non-croyants, qui se disent athées, qui ne croient pas des religions. Il y a certainement des valeurs qui proviennent encore de cette source-là. Il y a aussi des sources qu'on va dire internes. Alors, je vais vous donner un petit peu un petit peu le fil ou le fil des événements ou des choses qui peuvent se produire. Si on regarde chacun d'entre nous, lorsque nous étions très jeunes, on regardait un enfant c'est ouvert, c'est tout plein d'amour, c'est sans filtre, c'est sans aucune restriction, ça sourit, ça rit, ça pleure, toujours en quête d'amour et de relations. Alors, lorsqu'on grandit, il y a des choses qui arrivent. Dans des situations où, des fois, même les gens qui nous aiment le plus au monde
peuvent être fatigués, ils peuvent être frustrés, ils peuvent se sentir mal, peuvent être tristes, et là, oups, ils se défoulent sur nous. Alors, de façon inattendue, les gens qui nous aiment, les gens à qui on a confiance, nous blessent. Ça n'a pas besoin d'être intentionnel. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait? On est déçu, on a de la peine, on a honte, on a peur, et tranquillement, on va développer des mécanismes de protection. Certains d'entre vous ont probablement entendu parler de ces mécanismes-là. En anglais, on appelle ça le fight or flight, la fuite ou le combat. Alors, imaginez que vous êtes dans une situation où vos parents vous crient après, comment vous allez réagir? Votre corps va devenir tendu, vous allez vous fermer, vous allez armer les épaules en avant, vous allez devenir triste. Alors là, oups, notre corps se referme pour nous protéger. Alors, ça n'arrive pas seulement une fois. Il y a différents événements à travers le temps. Donc, on a différentes blessures. Ça peut être à la maison, ça peut être au travail, disons, à l'école. Et tranquillement, avec les années, on bâtit différentes couches de ce mécanisme de protection-là. Mais lorsqu'on est enfant, on n'a pas la même capacité de raisonnement ou de comprendre qu'un adulte. Notre corps, notre système nerveux sont plus fragiles. Donc, c'est nécessaire d'avoir ces mécanismes de protection-là pour se protéger. Un enfant qui, par exemple, voit ses deux parents en train de se chicaner, ou même pire encore, son père frapper sa mère, n'a pas la capacité de comprendre, de raisonner ce qui se passe. Alors, cette information-là, que l'enfant, le corps reçoit, c'est une information que le corps, le système nerveux, à ce moment-là, n'a pas la capacité de gérer. Donc, pour protéger, pour prendre cette énergie-là, cette information-là, et voilà, il va la tasser, il va la cacher dans un coin. Comme si on ouvre l'armoire, puis on balaie, on met ça dans l'armoire, puis on ferme la porte. Parce que le corps se dit, bon, en ce moment, cet enfant-là n'a pas la capacité de gérer ça. On va cacher ça pour le protéger. Mais avec le temps, on apprend. On apprend au fur et à mesure que, bon, il y a certaines émotions qui sont sécuritaires pour moi de ressentir. Il y en a d'autres où il ne faut pas que je me sente comme ça. Ou si je veux avoir l'amour, l'approbation de mes parents ou des autres, je dois me comporter d'une certaine façon. Ou je dois me comporter d'une autre façon. On crée toute une série d'histoires et de règles. Ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Si je X, Y, Z, je serai aimé. Si si mes parents disent telle chose, ça signifie telle chose. Chacun de nous aura des réponses différentes à mettre sur ces lignes-là. Alors, ce n'est pas sécuritaire pour nous d'être qui nous sommes. Alors, pour avoir l'amour, pour avoir l'approbation, on décide de changer notre façon d'être. Là, si on rajoute à ça toutes les normes qui nous viennent de l'extérieur de la société, ça nous complique la vie. Être une femme, je dois vous avouer que dans la société où l'on vit aujourd'hui, je suis content d'être un homme. Je passe à côté des murs de magazines et je regarde les pages couvertures avec toutes ces femmes refaites à Photoshop, totalement artificielles, qui ont pratiquement l'air trop belles pour être vraies. Ça donne une pression presque insurmontable. Donc, si une femme a une croyance, je dois ressembler, je dois être mince, je dois être grande, je dois être belle, je dois être ci, je dois être ça. Si je suis comme ça, là, je serai aimé. Ça rend la vie, ça rend les choses difficiles. Donc, pour les hommes, je dois faire une quantité X d'argent afin d'être digne d'avoir de l'amour. Mais ça, c'est toutes des croyances qui nous viennent de l'extérieur. Et par rapport à nos croyances, on cherche des preuves. On développe un filtre. Ces filtres-là nous font voir la vie d'une certaine façon.
Ça change aussi nos souvenirs. Alors, personnellement, afin de maintenir cette croyance-là, quand on est moitié-moitié, on n'est jamais la bonne moitié. La croyance que je ne fais pas partie du groupe, que je n'appartiens pas, que je ne suis pas digne, je ne suis pas à la hauteur. Ben, tous les moments dans ma vie, dans ma jeunesse, où j'étais accepté, j'étais à la hauteur, ces moments-là, souvent, je les mets de côté. Mon inconscient veut se souvenir seulement des événements qui confirment mon histoire. Alors, est-ce qu'il y a eu des moments dans ma vie où j'appartenais, où j'étais digne, où j'étais à la hauteur, et j'étais aimé? Bien sûr. C'est par réflexe, de façon plus naturelle, mais c'est plus les autres événements qui se reproduisent. Alors, encore là, chacun d'entre nous a son système de croyance, a ses valeurs. Une des croyances qui est bien populaire, c'est que notre passé, la vie que nous avons menée, détermine automatiquement et nécessairement la qualité de nos relations. Une des raisons pour lesquelles cette croyance-là est très populaire, c'est que quand on blâme notre passé, ça nous permet un peu de ne pas être responsable de ce qui se passe dans notre vie actuellement. Donc, ça fait moins mal, c'est plus facile de dire, bon, si ça ne fonctionne pas pour moi aujourd'hui, c'est nécessairement à cause de mes parents, à cause de ci, à cause de ça. Automatiquement, c'est sûr que c'est le docteur Géraud, aussi une femme qui est extraordinaire, puis ils s'entendent bien ensemble. Il doit avoir un passé, puis elle aussi, elle doit avoir une enfance facile et tout ça, pour faire que les deux personnes se rencontrent, et ça va bien. Ça, c'est un mythe que je vais vous aider à briser assez facilement. Je vais vous raconter un petit peu sur l'histoire de ma femme, justement. Ses parents naturels sont morts lorsqu'elle avait 6 ans, dans un accident de voiture. Un ivrogne qui a frappé l'auto, et ses parents et sa grand-mère sont morts tous les trois. Bon, elle a été en adoption, et lorsqu'elle avait 14 ans, son père adoptif a décidé qu'il partait de la maison pour aller avec une autre femme. Alors déjà là, on sentait qu'il y avait déjà des événements très marquants. Alors quand je l'ai rencontré, une chose qu'elle m'avait dit, c'est bon, moi je vais travailler 80 heures par semaine, ma carrière, c'est ce qui est de plus important. Si ça ne fait pas ton affaire, ben, tant pis pour toi. Moi, c'est ma carrière avant tout. Sachez qu'on a travaillé ensemble sur ces différents points-là. On a grandi ensemble et notre couple va merveilleusement bien. Et je ne suis pas en train de vous dire qu'elle a laissé tomber sa carrière, pas du tout. C'est qu'on a combiné tout ça ensemble. Elle a sa carrière, elle aime ça, et nous sommes chacun l'un pour l'autre la chose la plus importante. Je dois vous souligner que ma femme est arrivée à la maison et elle me regarde avec un beau gros sourire. Elle est bien contente quand je dis ça. Alors, lorsqu'on sait qu'on a des croyances, lorsqu'on sait qu'on a des valeurs, ça fait toute une différence. Parce que les croyances que nous avons, que nous ne savons pas, dont on n'est pas conscient, elles nous contrôlent. Combien de gens que je vois qui vivent leur vie comme s'ils sont sur un tapis roulant. Du début à la fin, métro, boulot, dodo, passent leur vie entière sans jamais se poser de questions, sans jamais prendre de recul, sans jamais avoir un moment de lucidité ou d'éveil. On dit, wow, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est ça que je veux faire? On est capable de prendre une perspective sur ce qu'on fait et de se questionner. Combien de femmes, je vais vous donner un exemple, combien de femmes je vois arriver au bureau, âge moyen, entre 38, 42, 43, soudainement, dépression, burn-out, divorce, lâche la job, tout s'écroule. Parce que pour la première fois de leur vie, après avoir étudié comme des bonnes filles, dans le domaine que les parents souvent avaient choisi, ont toujours fait les choses comme elles devaient être faites,
Ah bon, les vendredis, samedi soir, on sort, on va se saouler, on boit de l'alcool, puis là, hop, ben là, on se marie, puis on travaille, puis là, hop, on a des enfants, tout dans l'automatisme et le nombre des choses. Et là, soudainement, qui suis-je dans tout ça? Qui suis moi là-dedans? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Est-ce que c'est comme ça que je le veux? Le pouf, tout tombe en morceaux. J'en ai vu beaucoup, j'en ai vu à la tonne. Quand on n'est pas conscient de ces filtres-là, quand on n'est pas conscient de ces croyances-là, on est déconnecté. On n'est pas présent, on n'est pas conscient de ce qui se passe. Alors, comme je dis, il y a des gens qui peuvent être déconnectés d'eux-mêmes, totalement inconscients, parce qu'on se déconnecte de ce qu'on ne veut pas ressentir. Tous les traumas, toutes les blessures, toutes les décisions qu'on a prises quand on était jeune, et qu'on va trouver des moyens de se déconnecter le plus possible de toutes ces sensations, tous ces sentiments qu'on a, qu'on veut éviter, qu'on ne veut pas avoir. De façon facile de le voir. Quand les choses ne vont pas à notre façon, quand on est confronté à notre système de valeurs, même aujourd'hui en tant qu'adulte, comment on se sent? Qu'est-ce qui arrive dans notre corps? Quand ces vieux bobos, ces vieux traumas remontent. Nous aussi, comme quand on est enfant, on tombe dans un mécanisme de protection. Notre corps veut se défendre, on se protège, notre corps devient tendu, on est stressé. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça se fait. Il y a différents étages, différentes étapes dans les croyances que nous avons, dans les valeurs, toutes les histoires qu'on se raconte. C'est ce qui fait tourner le petit hamster dans notre tête, dans le mental qui travaille. Ces différentes pensées, basées sur nos croyances, vont générer certaines émotions. Si j'ai la croyance ou j'ai la pensée que j'ai horreur des souris, je les déteste, quand une souris se présente, oups, on va avoir peur. Quelqu'un d'autre qui est totalement indifférent va avoir aucune réaction. Alors, chacun d'entre nous, dépendamment de la situation dans laquelle on se trouve, on peut tous se retrouver dans une situation exactement pareille, et chacun d'entre nous va réagir différemment. Parce qu'on a des croyances, des valeurs qui sont différentes pour chacun de ces événements. Et évidemment, selon l'émotion qu'on ressent, ça va avoir un impact sur notre corps. Êtes-vous d'accord avec moi que lorsqu'on est heureux, ça va se manifester au niveau de notre corps différemment de si on est triste? Et voici comment ça se manifeste. Ça va affecter, notre posture, notre façon de nous tenir. Ça va affecter notre façon de respirer aussi. Ça va affecter le mouvement, l'énergie, tous ces éléments-là vont être affectés par nos émotions, par nos pensées. On va y revenir un petit peu plus tard là-dessus. Évidemment, ça va créer de la tension. Ça, je vous donne un indice. Quand on a mal au corps, quand on est tendu, bien souvent, c'est parce que justement, c'est le corps qui manifeste quelque chose qui se passe au niveau émotif, au niveau mental. J'espère que ça a du sens pour vous. Le problème aussi, on est un peu exclusif dans ce qu'on va faire. Si notre corps va être positionné d'une certaine façon, si notre posture, notre respiration, notre mouvement, si on est déprimé, on ne peut pas être déprimé et ressentir de l'amour en même temps. Ça ne fonctionne pas. C'est un ou l'autre. Alors, notre corps n'a pas cette capacité-là de ressentir une multitude d'émotions en même temps. Ça ne fonctionne juste pas. Alors, c'est pas facile de voir, c'est quoi mes croyances limitantes à moi? Aucune idée. Parce que vous êtes d'accord aussi, souvent, c'est bien facile de le voir chez les autres. Et on regarde un couple, on regarde quelqu'un de loin interagir. C'est facile de voir toutes ces bébites et tous ces bobos. Puis souvent, on est très fiers de nous, on se sécurise en pointant le doigt.
Puis en disant, ouais, lui, là, ou eux autres, hein, ce couple-là, là, ça marche pas leur affaire pour telle raison. Ouais. Mais chez les autres, ça va. La question, c'est est-ce que vos croyances, les croyances que vous avez, vous empêchent d'avoir la vie, la relation que vous voulez avoir. Les croyances, ça se change. Il faut d'abord savoir qu'est-ce qu'on veut. Une des choses, s'il y a une chose que j'aimerais que vous reteniez de ce qu'on discute aujourd'hui, s'il y a juste une chose, c'est questionner. Remettez en question tout. Posez des questions sur tout. Pourquoi je fais ça? Est-ce que c'est ça que je veux? Que ce soit la job, que ce soit la relation, ça peut être pour n'importe quoi. Un des exercices que j'ai fait, c'est probablement un des exercices les plus importants que j'ai jamais fait de toute ma vie. J'écoutais des CD, des disques compacts de Anthony Robbins. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Anthony Robbins, c'est un des plus grands coachs de développement personnel au monde. Et dedans, il expliquait à quel point c'est important de décrire le plus en détail possible la femme de notre vie, l'homme de notre vie, la personne avec qui on voulait passer notre vie. Que je fais? Sur le coup, je ne comprenais pas pourquoi faire ça. Je le sais, ce que je veux. Donc, je dis, OK. J'ai pris mon ordinateur, je me suis assis sur le balcon, c'était l'été, c'était le soir. J'ai allumé quelques chandelles, à la fois pour chasser les moustiques et pour créer un petit peu d'ambiance. Je me suis dit, OK, je m'assois, là, je vais écrire. Je ne me lève pas tant que je n'ai pas fini. Là, j'ai passé partie de la nuit assis là. Et à la fin, j'avais un document de 13 pages qui décrivait en détail exactement ce que je voulais et ce que je cherchais. Mais ça n'a pas été facile. Je dirais, j'ai peut-être passé la première heure à écrire, effacer. Pourquoi? Parce qu'au début, c'est bon. Est-ce que c'est ça que je veux? C'est ce que quelqu'un d'autre, c'est l'idée de quelqu'un d'autre que j'ai. Ou c'est ce que je pense que je devrais vouloir. Ou c'est ce que mes parents veulent. C'est pas facile de prendre le temps de décortiquer tout ça. Est-ce que ça veut dire que nécessairement tout ce que j'avais écrit était purement et authentiquement exactement ce que je voulais au plus fort de moi? Probablement pas tout à fait. Est-ce qu'il y avait certains éléments de ça qui venaient encore? D'autres croyances qui n'étaient pas de moi? Probablement. C'est sûr que oui. Est-ce que j'ai fait un grand bout de chemin en écrivant ça? Absolument. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez vous amuser à faire ça. Prenez un moment, vous créez une ambiance. Ça serait peut-être le devoir que je vous donnerais. Et vous écrivez. Tout! Physique, mental, spirituel, social, vocationnel, tous les aspects de la vie, toutes les sphères de la vie. Comment vous voudrez que cette personne-là soit? Et est-ce que ça aide? Absolument que ça aide. Je pense que je vais même vous en parler un petit peu plus après sur la première sortie que j'ai eue avec ma femme. En fait, je vais vous en parler tout de suite. On s'est rencontrés dans un restaurant. Pas rentrer dans le détail à propos de ça, mais première sortie, on était 4 ensemble. J'étais avec un de mes amis et elle était avec une de ses amies. Et croyez-moi, j'avais ma liste. Hein, mes 13 pages que j'ai écrites, il n'y avait pas beaucoup de points là-dedans que je trouvais très importants. Alors, mon raisonnement, c'était, je vais lui poser des questions. Je vais voir si elle correspond à ce que j'ai écrit. Si oui, tant mieux. Sinon, on ne perdra pas notre temps. On va le savoir d'avance. Alors, notre première soirée, devant un morceau de tarte et un café, un interrogatoire assez serré. Lorsqu'on a fini, j'ai su par la suite que son amie, elle, était totalement indignée. Elle me dit, comment tu as fait pour me laisser te poser toutes ces questions-là? Voyons, ça n'a pas d'allure. Et sa réaction, c'était bon. Donc, il est assez clair sur ce qu'il veut. Si mes réponses l'ont satisfait, parfait, on va se revoir. Sinon, tant pis pour lui. Alors, ça a commencé comme ça. Alors, maintenant, non, mais c'est le mot de croyance, là. OK.
Certains d'entre vous ont fait un bon bout de chemin, vous avez lu des livres, vous avez fait des séminaires. Bon, j'ai beau savoir ça, mais ça ne change rien. Parce que simplement de savoir quelque chose, en soi, ça ne fait pas de différence. Moi-même, j'en ai fait des séminaires, j'en ai fait des cours, j'en ai fait à la tonne. J'ai même suivi certains d'entre vous connaissent ça, l'éducation dans le Marc. J'ai fait du coaching intensif pendant 1 an. C'est à peu près 20 heures par semaine, le programme qu'on avait. Ça m'a aidé énormément sur beaucoup de choses. Mais pour certains aspects, certains éléments, je vous dirais, c'est surtout relié à mon travail. J'arrivais juste pas à débloquer. Moi, je comprenais pas. Pourtant, je le sais dans ma tête, c'est clair, mais c'est pas assez. Pourquoi c'est difficile de sortir de cette boîte dans laquelle on se sent un peu emprisonné? Et même si mentalement on sait quoi faire, c'est pas suffisant. Réalisez ceci. C'est que si, de façon constante et habituelle, pendant des années, nos systèmes de croyances valeurs entretiennent un certain type de pensée, qui, elles, entretiennent une certaine gamme d'émotions. Et le corps, lui, s'habitue. Et éventuellement, même s'il y a certaines croyances, certaines valeurs, certaines pensées qui changent, le corps a développé une grande résistance. Et c'est lui qui commence à dicter, ça devient un cercle vicieux. Le corps, qui a été pendant si longtemps en position déprimée, même si le mental veut être de bonne humeur, veut être content, le corps ne suit pas. Ça, on est capable d'en voir des exemples dans notre quotidien. Quand on est confronté, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des fois où, même si intellectuellement on sait quoi faire, nos émotions, notre corps disent non, on se déconnecte, on ignore. Il y en a, ils ne vont pas se chicaner, ils vont se cacher. Ou on va faire semblant que ça ne nous dérange pas. On s'engourdit. Puis d'autres fois, oups, la colère, on se fâche, on se chicane. Et là, pour d'autres, même si intellectuellement, on le sait, on va se mettre devant la télé, on va se distraire. Écoutez, l'Américain moyen écoute 40 heures de télévision par semaine. On vit dans une société où on a massivement besoin de se distraire. Et il y en a d'autres. Oups, on déprime, on boude, on fait le pas. Donc, chacun de nous, chacun de nos corps ont développé différentes stratégies pour nous aider à gérer avec ces situations-là qui nous rendent inconfortables. Et chacun de nous a ses propres stratégies. Ce que j'ai appris, notre corps et nos émotions supportent les croyances que nous avons. Si on veut avoir un changement durable dans nos pensées, on a besoin d'avoir des changements durables au niveau émotif et au niveau physique. Et je peux vous faire une promesse. C'est impossible de vivre l'amour, la passion de façon intense et régulière si votre corps est figé dans les mécanismes de défense, dans la posture de défense. Parce que si votre corps est crispé, étendu constamment, nécessairement, il va prédisposer certaines émotions. Est-ce qu'on est d'accord que quelqu'un qui est constamment sous tension va avoir plus tendance à être anxieux, à être stressé, à être malheureux, que quelqu'un qui est constamment souple dans son corps et détendu? Parce qu'intuitivement, on le sait, on le sent. Je vais vous donner un exemple, 2 exemples. Pour regarder cette femme. Juste de par la façon qu'elle se tient. Quelles sont ses croyances? Est-ce que c'est quelqu'un qui a une belle confiance en elle? Est-ce qu'elle croit qu'elle est digne d'une belle relation épanouissante? Est-ce qu'elle mérite le bonheur? Pas vraiment. Et ça, on le sait simplement en regardant la personne. Alors,
on remarque autre chose. Que le corps a besoin d'utiliser certaines ressources afin de créer et maintenir nos émotions, nos pensées. Si vous regardez cette jeune femme et vous regardez celle-là, il y a une grosse différence. Tout de suite, on voit que le système de pensée, le système de croyance est différent, les émotions sont différentes, certainement. Qu'est-ce qui est en réalité différent? On va regarder quelle est la formule magique. Les 5 ingrédients que votre corps utilise afin de créer et soutenir l'amour et la passion. Tout comme toutes les autres émotions. Alors, la formule CPMER. C pour concentration, P pour posture, M pour mouvement, E pour énergie, R pour respiration. Pour ceux d'entre vous qui prennent des notes, ne stressez-vous pas avec ça, je reviens sur chaque point. Alors, la clé, on regarde ça, des pensées et des émotions qui ont été ressenties, disons, pendant 20, 30, 40 ans, ont développé un corps qui a utilisé son énergie, son mouvement, sa respiration, sa concentration, son attention et sa posture d'une façon bien spécifique, qui crée un cercle vicieux. Quand on parle de concentration ou d'attention, qu'est-ce qu'on veut dire? Réalisez que vous connaissez certaines personnes qui ont toujours cette habilité à voir le bon côté des choses. Il y a toujours quelque chose de positif à tirer d'une situation. Des fois même, ça nous énerve parce qu'on aimerait ça qu'ils se fâchent des fois. Et il y a d'autres personnes que vous connaissez, nous en connaissons tous, des gens qui voient toujours le mauvais côté des choses, sont toujours négatifs, les rabat-joie. C'est pas la différence entre les deux. Simplement, sur quoi ils mettent leur attention. Quelqu'un qui met son attention constamment sur ce qui est positif va avoir un corps qui est très différent de quelqu'un qui se concentre constamment sur ce qui est négatif. Notre posture. Regardez le monsieur de gauche par rapport au monsieur de droite. Lequel des deux a une posture qui favorise le bien-être, qui favorise la joie, qui favorise la confiance, qui favorise la colère. Oups, c'est pas la même personne. Qui favorise la déprime, qui favorise la frustration. C'est que simplement en regardant quelqu'un, vous êtes capable de deviner, de déceler quelles sont les émotions principales que cette personne-là ressent. Et je vais vous poser une question piège. Pas piège, une question quiz. Vous pouvez essayer de répondre sur Internet. Vous êtes capable. Pourquoi, en regardant quelqu'un, sommes-nous capables de deviner quelles émotions il ressent? Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais revenir là-dessus, je vais vous donner 1 minute ou 2 pour m'écrire une réponse. La respiration, elle, joue un rôle majeur. C'est extrêmement important. Donc, pour ceux qui disent, bof, la respiration, c'est pas si important que ça. Là. Je vous mets au défi d'arrêter de respirer pendant 2-3 minutes et on s'en reparlera si c'est important. C'est très important. La respiration, c'est l'outil principal que notre corps a pour assurer ou manifester une présence. Toutes les disciplines de yoga, qigong, tai chi, méditation utilisent la respiration comme un des points les plus importants. Lorsque vous êtes stressé, lorsque vous êtes tendu et vous voulez relaxer, qu'est-ce que vous faites? On prend une grande respiration, expire. Pourquoi? Parce qu'immédiatement, ça crée un changement. Lorsque vous êtes stressé, comment? Vous respirez. On respire par les épaules, puis on souffle vite. Quelqu'un qui est fâché, il ne faut pas respirer de la même façon non plus. Alors, toutes nos émotions vont avoir une façon de respirer
qui va leur correspondre. Si vous voyez quelque chose, soit à la télévision ou dehors, quelque chose d'extraordinaire, qu'est-ce qui arrive à notre respiration? Wow! Un souffle lent et complet. En anglais, il y a une expression qui dit something that takes your breath away. Ou quelque chose qui est à couper le souffle. Cette expression-là, c'est pas pour rien qu'elles sont là. Il faut de l'énergie. L'énergie, des fois, bon, dans notre société nord-américaine, c'est un concept dont on parle un peu moins. Quand on regarde les cultures plus de l'Est, quand on parle seulement de yoga, de méditation, tout ça, l'énergie, le prana, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de ça. Alors, vous voyez l'énergie comme une émotion, une sensation. C'est une énergie. Quand on se sent bien, alors, l'énergie, elle bouge dans quelle direction? Elle bouge vers le haut. Quand l'énergie descend, je me sens, je fais le pas, là. L'énergie, elle descend, elle tombe. Chacune des émotions qu'on ressent correspondent à une certaine forme d'énergie. Bon, vous savez, si vous avez la chair de poule, oups, ça en est une énergie. Et vous pouvez même faire l'exercice vous-même. Imaginez, vous vous sentez pas bien, vous êtes à la maison, et là, vos amis arrivent à la maison, ouvrent la porte, et bon, c'est ta fête aujourd'hui, on va te sortir, il n'y a pas question que tu restes déprimé tout seul. Vous dites, ça ne tente pas, non, vous ne rien savoir. Pas grave. Ils vous prennent, vous mettent dans l'auto, ils vous amènent à un concert. C'est votre groupe ou votre chanteur préféré qui est au concert. Alors là, vous êtes debout dans la foule, déprimé. Et là, la musique part. Là, la foule embarque. Là, tout le monde crie, tout le monde chante. Combien de temps vous pensez que vous allez rester déprimé? Pas longtemps. Pourquoi? Parce que justement, l'énergie du groupe nous affecte, nous soulève. On est soulevé par la foule. Vous rentrez dans une pièce où des gens viennent de se chicaner. Vous faites juste rentrer. Vous le savez tout de suite. Quand vous rentrez dans la pièce, vous dites, wow, OK, il se passe quelque chose. Pas personne n'a besoin de rien dire, vous le savez. Vous êtes debout à côté de quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous sentez cette attirance. Ou le contraire, vous êtes debout à côté de quelqu'un que vous ne connaissez pas, puis mon Dieu, vous avez le goût de donner un coup de poing. Tout ça, c'est l'énergie, non seulement en nous, mais l'énergie qui est entre nous, qui interagit entre nous. Le mouvement, lui, si on veut être joyeux et excité, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Bouger. On saute de joie. On voit nos athlètes olympiques, quand ils gagnent, ils sautent partout, ils sont contents. Et quand on est déprimé, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? On a besoin de garder notre corps très immobile. Je vous montre le défi. Vous êtes déprimé ou vous ne filez pas. Allez danser ou sauter sur une trampoline pendant 10 minutes. Je vous montre le défi de rester déprimé, de rester triste sur la trampoline. Pour ça aussi, on dit que l'exercice est si important. Pour les gens qui sont déprimés, qui ne sont pas bien, l'exercice est capital. Ça fait toute la différence du monde. On dit aussi que notre amplitude de mouvement est l'équivalent de notre amplitude émotive. C'est quand il y a certaines émotions qu'on ne veut pas ressentir, on crée une tension, cette fameuse posture physiologique de défense, et on barre notre corps. On ne veut pas ressentir. Souvent, quand on a des endroits dans notre corps qui sont bloqués ou qui bougent mal, souvent, c'est des blocages qu'on a, des choses qu'on ne veut pas ressentir. Donc, si vous avez une amplitude de mouvement, une amplitude émotive qui est très, très, très restreinte, ça devient difficile. Même si vous voulez ressentir autre chose, il y a quelqu'un qui est habitué de ressentir frustration, colère, anxiété. Il ressent ça tout le temps.
ça devient, idéalement, on aimerait ça augmenter cette amplitude émotive-là. Parce que si on veut ressentir justement la joie, la passion, il faut être capable d'avoir cette plus grande amplitude émotive-là. Si on vit toujours avec la même amplitude émotive, on va toujours vivre avec les mêmes sensations, les mêmes sentiments. Puis, c'était quelque chose avec lequel j'ai eu besoin de... Je me suis battu longtemps avec ça. Cette croyance-là en moi-même que je faisais pas partie, je n'étais pas aimable. J'ai été quand même chanceux. J'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment qui m'ont aidé à ce que je me sente accepté, à gagner confiance en moi. Le travail, c'est quelque chose sur lequel je travaille encore. J'ai 36 ans. Je suis loin d'être rendu au sommet de la montagne. Mais ce travail-là, j'étais capable de faire en moi-même. Écoutez, j'étais en pèlerinage. On était aux Philippines en 1994. Et j'étais dans un groupe, justement. C'est un groupe dans lequel, mon Dieu, je me sentais à l'aise, je me sentais bien. Puis l'homme qui était responsable du groupe, quelqu'un qui était très, très bon avec les jeunes, avec une très belle intelligence, une belle capacité de cerner et d'aider les jeunes à se développer. À un moment donné, on était dans un autobus, on était sur une île déserte, il n'y avait pas d'électricité, rien, on s'en allait voir, on s'en allait dans une tribu. Il s'est assis à côté de moi dans l'autobus, il m'a juste regardé. Il me regardait avec un petit sourire en coin, puis il m'a dit « Comment tu te sens? » J'ai rien dit, ça fait du bien, hein? Puis là, juste quand il m'a dit ça, je suis parti à pleurer. Un gars de 17 ans qui pleure dans un autobus, on voit pas ça souvent. Mais quand on est capable, tranquillement, de sourire et relâcher ce qui est en nous, ça a été un gros cadeau que j'ai eu. C'est quelque chose que je fais. Même aujourd'hui encore, j'entraîne. Mais ma relation avec mon père, fantastique, extraordinaire. On est capable de partager des beaux moments ensemble. Ma relation avec toute ma famille. Mon père, ma soeur, ma mère, mon frère. Je vois tellement de gens qui ne parlent plus à leurs parents, qui ne parlent plus à leurs frères, qui ne parlent plus à leurs sœurs. Je me considère chanceux d'avoir non seulement une bonne relation, mais une très, très belle relation. Des relations aussi avec mes amis, des relations d'amitié que j'ai développées avec le temps. Lorsqu'on est mieux connecté, mieux présent à nous-mêmes, ça nous permet d'être mieux présent aux autres, d'avoir des relations qui sont plus profondes, et aussi d'avoir la capacité d'apprécier le moment présent. Pour ceux qui ne sont pas des fanatiques de soccer, en Grèce, en 2004, la Grèce a réussi probablement une des performances les plus inattendues, les plus exceptionnelles dans l'histoire du sport professionnel en gagnant la Coupe d'Europe. Et j'avais le privilège d'être au Portugal où la Coupe d'Europe se jouait et j'étais dans les stades. Et je me souviens, il y a plusieurs moments où je prenais juste un instant dans ma tête, m'arrêter et me dire, wow, quand tu prends le temps d'apprécier ce moment-là. C'est tous ces petits moments-là qui font la différence. Et c'est grâce à tout le travail que j'ai fait, tout ça, où j'ai pu développer la relation de mes rêves. C'est un travail, la relation de mes rêves, c'est un travail constant. Quelque chose sur lequel j'ai choisi de travailler tout le temps. C'est pour moi le plus grand engagement dans ma vie, c'est d'être toujours le meilleur homme possible pour ma relation. Et même en 2014, je suis engagé pour que ma relation soit encore meilleure. Alors, j'espère que vous êtes à bord avec moi sur cette belle aventure. Regardez, ma femme et moi, pendant le temps de Noël, on a pris une journée, aller dans un petit café, on a pris notre petit café, notre petit muffin, notre petit biscuit. On s'est assis et on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire en 2014 pour améliorer notre relation, nos relations, au niveau de notre famille, au niveau de nos amis, entre nous,
On a pris du temps, c'est de prendre le temps. On a pris notre horaire, on a instauré certaines choses. Donc, même si on est suprêmement heureux ensemble, on continue de travailler. Une des choses que je crois, une relation, ça s'en va pour le mieux ou pour le pire. Ça n'existe pas une relation neutre. Oh, tout est pareil, neutre depuis 10 ans. Non, ça, c'est pas vrai. La relation est en chute libre. On n'est souvent pas assez connecté pour s'en rendre compte. Quand le mari arrive à la maison, sa femme a fait les valises, elle est partie, lui est en état de choc. Il ne comprend pas. C'est des choses qui arrivent. Mais quand on est capable de connecter à nous-mêmes et de ressentir ce qui se passe dans notre corps, on est beaucoup plus apte à voir les détails et à voir les subtilités de ce qui se passe dans nos relations, dans nos vies, pour être capable d'y arriver. Maintenant, pour arriver à ça, j'ai quelque chose sur lequel je travaille depuis longtemps. J'ai développé un processus que j'appelle le processus d'éveil. Dans l'étape que nous avons fait ensemble, on a regardé beaucoup au niveau des valeurs et des règles, ce qui est l'étape niveau 3. Comme on a regardé, si au niveau de nos émotions, à l'étape 2, il n'y a pas un changement, on n'a pas une meilleure amplitude, mais c'est difficile d'appliquer constamment nos règles et nos pensées de façon constructive sans constamment retomber en arrière. Et l'étape numéro 1, évaluer notre position. C'est que d'abord, avant ça, il faut savoir où sommes-nous maintenant. Mon attention, ma concentration, sur quoi je la mets? Mon corps bouge comment? Comment je respire? L'énergie qui circule dans mon corps, qu'est-ce que je fais avec? D'avoir la conscience, la présence, de connecter à notre corps, d'être capable de savoir d'abord qu'est-ce qui se passe. Il faut allumer le radar d'abord, avant de savoir où est-ce qu'on veut aller et comment on va y aller. Et une fois qu'on est plus libre, je ne veux pas vous dire libéré complètement, parce que ça, c'est un peu une illusion. Mais quand on a enlevé quelques pleurs de l'oignon, là, après ça, on peut beaucoup plus travailler sur bon, qui suis-je vraiment? Numéro 4. Qu'est-ce que je veux vraiment dans la vie? Là? Et après ça, c'est dire, numéro 5, wow. Mon cœur, au plus profond de moi-même, de mon âme, qu'est-ce qui est là? Et quand deux personnes sont capables de connecter à ce niveau-là, ça crée une relation qui est à un tout autre niveau. Alors, pour être capable de vous donner ce matériel-là, de le faire en 1 heure, c'était pas possible. Alors, j'ai décidé de le faire en 5 appels différents. Un appel par étape. Pourquoi? Pour amener un peu plus de passion dans notre vie. Pour vous donner des outils afin de créer votre relation idéale. C'est pour que chaque jour ressemble un petit peu à une lune de miel. Donc, je suis confiant en vous disant ça. Pourquoi? Parce que je peux vous dire que ça existe. Je le vis. Ma relation, c'est qu'elle est comme ça. Une chose qui m'a souvent énervé de beaucoup de séminaires ou de cours que j'ai déjà fait ou autres, c'est que souvent les gens qui sont en avant qui nous parlent ne vivent pas du tout. Ils parlent, mais leurs paroles ne correspondent pas du tout à leurs actions. Alors, appel numéro 1, on va regarder pourquoi votre corps, maintenant, aujourd'hui, est exactement comme il a besoin d'être. Pourquoi? Parce qu'il supporte la vie qu'on met. Aussi simple que ça. Vous allez comprendre pourquoi ceci, pourquoi ça nuit à l'obtention de vos rêves. Vous allez apprendre comment être à l'écoute de votre corps, de quelle façon l'attention, l'énergie, le mouvement, la respiration, comment ils contribuent à créer nos émotions, nos humeurs. Et on va regarder quels sont les 3 A qui éliminent le stress et la tension. Appel numéro 2, vouloir le changement. Vous voyez comment nos sentiments, émotions qu'on refoule, lorsqu'on a discuté au début, mènent notre vie et nos relations. Lorsqu'on est capable d'accepter et reconnaître ces émotions-là, là, on crée de l'espace. On crée une nouvelle amplitude pour ressentir les choses qu'on veut. On va regarder de quelle façon on crée de la souffrance et des histoires en évitant, pour éviter certaines émotions. Comment, juste en affirmant ce sentiment-là, on est capable de le laisser aller en quelques minutes, plutôt que de passer notre vie entière à le fuir.
On va regarder aussi comment être présent à ses émotions, et comment ça crée de l'espace pour vivre les émotions qu'on veut avoir. L'appel numéro 3, ça c'est celui que j'ai fait hier en anglais, justement. Ça nous éclaire ça, le fait que souvent on vit, ça ressemble un peu à ce qu'on a fait aujourd'hui. On va y aller d'une façon plus pratique. Regardez justement comment les normes établies au sujet des relations nous condamnent à la misère. Comment se libérer des règles qui ne nous conviennent pas. Comment se distinguer de ce que nous voulons et de ce que nous ne voulons pas, ce que les autres veulent. Le quatrième appel, on va regarder pourquoi la meilleure façon de vivre, c'est de vivre en étant soi-même. Lorsqu'on s'ouvre à l'amour et à la reconnaissance, on peut commencer à vivre un peu la vie qu'on veut. On va regarder pourquoi vivre une vie authentique, c'est bon pour la santé. Ça élimine beaucoup de bobos. On va regarder c'est quoi la formule gagnante à travers toutes les relations. Et le plaisir qu'on peut avoir à tracer notre propre chemin. Cinquième étape, libérer notre vision. On va discuter de la possibilité de trouver un véritable sens à notre vie à travers l'amour et ses relations. Une des choses que je crois, c'est qu'on est né pour être en connexion avec les autres. Et quand on est capable de créer l'espace, l'intention pour ça, wow! C'est une énergie de notre cœur beaucoup plus puissante que celle de notre cerveau. Et là, les relations, c'est un ingrédient essentiel à la compréhension du sens de la vie. Et comment aussi notre relation amoureuse peut contribuer à notre croissance spirituelle. Et beaucoup de gens voient ça comme un obstacle. Pas moi, pas du tout. Alors, votre opportunité pour les 5 appels, ça va être des appels environ 1 heure chaque. Vous êtes capable de les avoir du confort de votre foyer, exactement comme on est en train de faire maintenant. Ça va être les soirs à 19h30. Je vais avoir les dates pour vous bientôt. Le prix que je fais, le prix est à 497 $. Donc, pour ceux qui sont sur le webinaire maintenant, quelque chose que je réserve au moment à mes patients, je vous le laisse à 97 $. Donc, c'est pas cher. C'est vrai. La raison est simple. C'est la première fois que j'organise un webinaire comme ça sur Internet. Et des ateliers, j'en ai donné des centaines et des centaines et des centaines en personne. Le format que je suis en train d'essayer, c'est quelque chose de nouveau. Alors, je vous promets que le prochain, il ne coûtera pas 97 $, il va coûter pas mal plus cher. Alors, les dates. Certains appels vont être le mercredi et les autres vont être le mardi. Ce qui est surtout à retenir, c'est que ça va être à 19h30. Mais pour ceux d'entre vous, parce que c'est presque inévitable que ça va arriver, si vous êtes incapable d'être sur un de ces appels-là, les enregistrements vont toujours être disponibles. Alors, ces appels-là, vous allez pouvoir les garder et vous allez pouvoir les réécouter. La seule condition que j'ai pour vous, c'est que si vous voulez justement profiter de ça, il faut que vous me le disiez maintenant. Alors, comment vous faites ça? Vous allez sur le Q&A, les questions, vous faites juste me laisser une petite note. Vous dites oui, je veux m'inscrire. Et après ça, on s'arrangera. Je veux vous dire merci. La photo que je vous montre ici, c'est justement une photo qui a été prise à peu près en même temps que la jeune femme nous avait parlé, nous avait posé des questions. Et je suis vraiment content. Souvent, on dit que les talents qu'on a, que nous avons, ne sont pas nécessairement les choses qui paraissent le plus ou celles dont on est le plus conscient. Et je suis vraiment fier, je suis content de. Il n'y a rien qui me fait plus plaisir. J'arrive dans un endroit où les gens vont me regarder et vont dire vous êtes beau ensemble. C'est le fun. J'aime ça. Et je réalise que c'est un cadeau que je peux aider les gens à. Je peux aider justement les gens à développer une relation qui va les rendre heureux, qui va les combler. Et tant mieux. C'est un peu ça mon objectif. Alors, sachez que vraiment la relation la plus importante qu'on a à travailler, c'est celle qu'on a avec nous-mêmes. Sans ça, le travail est difficile. Alors, j'espère que vous avez bien aimé ça. J'étais très content de faire ça avec vous ce soir. Et si ça vous intéresse, laissez-moi une petite note. Et je vais vous souhaiter une merveilleuse soirée. En fait, si vous avez des questions, vous pouvez me les marquer aussi
sur le Q&A. Je vais ouvrir les lignes aussi au téléphone. S'il y en a qui veulent avoir des questions, je vais ouvrir